Bonjour, aujourd'hui je vous présente un extrait de la saga familiale Les Silences de Rochecombe, chapitre 2, Victor dans les rêves du cœur, de Monique Devez-Valienne. Prologue. Martine. Janvier 2003. Rochecombe. En cette soirée de fin janvier, la progression est lente et difficile. Il neige, comme souvent dans ce coin perdu à la limite de l'Aubrac. Mais Martine Derriol n'a pu s'empêcher de prendre la route. Elle a l'habitude de rouler dans ces conditions, même parfois dans des situations extrêmes. Depuis que Léonie Gibert lui a dévoilé un secret longtemps gardé, elle se plonge dans ses pensées, car cette amie a bien connu son grand-père, Victor. Pour l'instant, la pellicule blanche sur le sol est à peine visible. Alors qu'elle prend conscience que tout écart dans sa conduite risque de l'emmener au fossé, elle est traversée par une envie de faire demi-tour. Mais, pensant au but qu'elle s'était fixé avant de partir, elle décide finalement de ne pas renoncer. Elle poursuit son chemin. La lune luit à peine, juste suffisamment pour éclairer faiblement la chaussée. Sous le couvert des arbres, à certains endroits, elle ne verrait absolument rien sans l'éclairage de ces feux de croisement. Depuis qu'elle est sortie de cette petite cité, la chaussée grimpe sans cesse et les conditions deviennent de plus en plus inquiétantes, car ce n'est plus une mince couche blanchâtre qui recouvre la route, mais quelque chose d'épais et de tenace qui lui donne le frisson. Persévérer, pour savoir. Elle ne sera pas loin de chez Léonie, mais ce n'est pas elle qu'elle va voir ce soir. La voilà presque arrivée. Encore quelques 500 mètres à parcourir. Ils vont être ardueux. Le chemin est chaotique. Depuis bien longtemps, plus aucune voiture ne s'aventure ici. Prudemment, elle pénètre entre les murets. Sa conquête de l'instant. La maison où vivait encore Victor il y a presque 40 ans. Il faut permettre aux choses de suivre leur rythme, laisser à la vie le temps de nous appeler, quand bon lui semble, et de nous faire découvrir ce qu'elle nous réserve. Ce sont là les pensées de Martine, alors que le véhicule se déplace avec difficulté. L'inquiétude la gagne. Si elle s'enfonce plus avant dans ce passage étroit, pourra-t-elle faire demi-tour avec sa voiture? Pourra-t-elle rentrer chez elle ce soir? Voilà que la peur l'enserre et elle freine un peu brusquement, ce qu'il ne fallait pas faire sur la neige. La voiture patine avant de s'immobiliser. Prise de tremblement, la conductrice entend dire « Grand-père, où m'as-tu attiré ?» Pourquoi l'a-t-il appelée ce soir? Pourquoi a-t-il fallu qu'elle lui obéisse? Pourquoi est-elle devenue le jouet de ses pensées, alors que d'habitude, plutôt trouillarde, elle est peu encline à s'aventurer dans des endroits lugubres, austères et tristes? Elle arrête le moteur, sort de l'habitacle. Seule, et plus vulnérable encore, elle marche vers un hameau, vers une maison qu'elle ne connaît pas, vers le domaine de Rochecombe, dont Léonie lui a un peu parlé. Elle y est venue une seule fois, sans y faire attention plus que ça, lorsqu'elle promenait Ficelle à pied sur les chemins depuis la maison de son amie. En cette heure de crépuscule hivernal, elle a laissé sa petite chienne à la maison. Pas question de prendre un risque en l'oubliant dans la voiture par ce froid. Lors de sa première visite, elle ne savait pas que quelque chose l'attachait à ce lieu où elle s'aventure, à petits pas dans la neige glacée, en cette nuit morne. La voilà qui grelotte, qui regrette. Elle s'y sent attirée quand même. Après tout, Victor y a bien vécu seul pendant des années. Victor Mercier, son grand-père. Elle n'avait rien su de lui jusqu'à ce que Léonie lui révèle son secret. Elle a appris par Léonie qu'elle est venue le voir chez lui, ici, il y a longtemps, lorsqu'elle était petite. Elle n'en a aucun souvenir. Pourquoi Léonie a-t-elle tant attendu avant de lui dévoiler cela? Quelle a été la relation entre ces deux personnes? Quelque part au fond du cœur de Léonie se cache sans doute un sentiment profond qui la lie à jamais à Victor. Un secret peut-être. Elle ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre eux. C'est peut-être ça qui la guide à cette heure-ci, vers la maison où a vécu sa mère, enfant. Le hameau de Rochecombe. La neige qui, dans la nuit, éclaire tout d'une lumière bleutée, lui permet de distinguer facilement les bâtis, les arbres, la nature environnante. À gauche, un vieux hangar tout délabré. À droite, se prolonge le muret qui borde le chemin par lequel elle vient d'arriver. Abandonnée et solitaire dans le hameau délaissé, la grande maison des Merciers que plus personne n'habite se dresse face à elle. Face à une Martine maintenant devenue bien fébrile. L'immense bâtisse tout en longueur impose sa stature, énorme dans la nuit bleutée. Un mouvement de recul, une envie de fuir. Impossible. Elle reste ainsi quelques instants, tétanisée, se demandant comment elle va passer les heures à venir. La peur au cœur, la boule au ventre,
L'amour pour son grand-père, le lien pour Léonie, la connaissance de cette famille maternelle dont elle ne sait absolument rien et qu'elle est peut-être prête à découvrir. C'est pour ça qu'elle est là. C'est dans le but de tout apprendre sur sa famille maternelle qu'elle a fait tout cela ce soir. Elle ne va pas abandonner si vite. Sans qu'elle s'en rende compte, c'est pas la porte plus avant, lui conférant une petitesse supplémentaire au fur et à mesure qu'elle se rapproche de cet imposant bâtiment, cet éminent aimant qui la saisit, l'empoigne, la harponne. Un souvenir surgit, vague, imprécis, inimaginable. Pourquoi a-t-elle une impression de déjà-vu? A-t-elle déjà monté ses escaliers extérieurs? Ses pensées vont bon train. Stupeur. Au premier regard, elle n'avait pas remarqué que la porte, là-haut, est grande ouverte. Elle n'avait pas pensé entrer, elle venait juste s'imprégner du lieu. Mais tout de suite, ce passage béant l'appelle. La pièce lui fait un accueil. Pourtant, l'obscurité qu'elle devine à l'intérieur n'est pas des plus attrayantes ni des plus rassurantes. Elle monte les marches éclairées de blancheur et de lune. Ses bottes marquent leur empreinte dans les quelques 2 ou 3 centimètres de neige qui les recouvrent. Elle se positionne dans l'embrasure de la porte. Au fond, un ajour laisse pénétrer un rayon d'astre nocturne. Son regard se pose sur chaque objet. On dirait que rien ne s'est jamais interrompu. Pourtant, depuis presque un demi-siècle, personne n'habite ici. Une grande table de ferme trône au milieu de la pièce. Le long du mur de gauche, une immense cheminée semble attendre que le feu se rallume. Plus près, tout à côté d'elle, un renfoncement mène à une autre porte, ouverte aussi. Elle distingue, grâce à l'éclairage d'une fenêtre, les premières marches d'un escalier. Tout demeure silencieux et immobile. Un jour, le maître du lieu a disparu à jamais, et tout est resté en place, comme au temps de la vie, de l'amour, du bonheur peut-être. Martine se tient là, maintenant tranquille, plus apaisée, tout à la recherche d'un souvenir qui viendrait allumer quelque chose, fournir une vision claire du passé. Peut-être l'âme de son grand-père est-elle encore ici, à veiller sur elle en ce moment même. Pourquoi pense-t-elle cela? Devient-elle folle? Ses craintes se manifestent-elles de cette façon, par des questions idiotes et inutiles? Elle va partir. Elle a venu. Elle a vu. Elle a ressenti. À présent, elle espère en apprendre davantage. Impossible ce soir, l'intérieur est trop sombre. Elle ne trouvera rien d'intéressant cette nuit. Elle reviendra. Alors qu'elle s'apprête à regagner le perron et l'extérieur, elle perçoit comme un bruit sourd, dans les pièces du haut, juste au-dessus de sa tête. C'est probablement quelque rat qui mène son train dans le grenier. Forcément, les souris prennent leurs aises quand il n'y a plus de chats. La tête légèrement levée, totalement immobile, bouche ouverte, aux aguets, elle prête l'oreille. Frigorifiée, paralysée une fois de plus. Son corps s'est laissé envahir, tout va rompre à l'intérieur d'elle-même. Elle sait au moins qu'elle est vivante, le sang coule dans ses veines à grands flots. Trop tard pour les regrets. Le rat va-t-il reprendre sa course? Tout tressaute en elle, à une vitesse faramineuse. Pour être capable de mettre un pied devant l'autre et partir, il va lui falloir franchir des montagnes d'encouragement, car à cet instant même, elle est statue. Elle a encore perçu quelque chose. Ça bouge, là-haut, c'est sûr. Si elle fait un mouvement, on va l'entendre, on va venir. Que va-t-il se passer alors? Elle ne veut pas mourir maintenant, dans la maison de Victor. Léonie l'aurait-elle tuée en la poussant jusqu'ici? Ou elle en est à la certitude à présent? Quelqu'un s'active au-dessus d'elle? Un graissement qui dure une éternité. Comme si quelqu'un fermait une malle. 5 pas. Le bruit de gond qui ouvre une porte. Des craquements. Un faible éclairage. Quelqu'un descend. Elle devient folle, mais elle est morte. Elle se retrouve en bas de l'escalier extérieur. Elle fuit, elle court. Retourne à la voiture, sinon sa vie va s'arrêter là. Dans la cour de la maison de son grand-père. Elle n'a pas remis sa capuche. Dans son cou, les flocons la transpercent d'humidité. Transie, elle arrive presque au chemin. Courir, courir encore, sauver sa peau. « Qui êtes-vous? Arrêtez-vous » C'est une voix masculine qui l'a stoppée net. Elle se retourne. Pourquoi est-elle venue? Tout le cheminement qui l'a poussée jusqu'ici à une heure aussi incertaine défile dans son cerveau, en une course endiablée. Voilà, c'était le prologue de ce deuxième roman, Les silences de Rochaucombe, par Monique de Westphalienne. J'espère que cela vous a plu et vous a donné envie de découvrir la vie de Martine. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.